L'héraldique, notamment au Moyen-Âge, est un fait de société d'une ampleur considérable, pour citer Michel Pastoureau. En effet, cette emblématique s'étend rapidement à toute la société médiévale, depuis la noblesse jusqu'aux bourgeois et aux paysans, en passant par les femmes, notamment les femmes nobles, qui ont aussi des pratiques héraldiques particulières. Ces pratiques, cet usage des armoiries, sont très diverses, et on peut se demander quelle est la place de l'héraldique au Moyen-Âge, quelle est la portée des armoiries dans la société médiévale, et ce que signifient non pas les armoiries individuellement, mais bien les armoiries en général dans la pensée médiévale. Si vous vous posez ces questions, je vous invite à prendre avec moi une bouffée d'héraldique. Et c'est un fait de société d'une ampleur considérable que l'apparition des armoiries. Parlant blason, Lambel, Bastogne, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel-Jaloux. Et bah celui-là, avec les deux vipères rouges. Ah, celui-là, c'est plus qu'un clan, c'est la Carmélide. La Carmélide ? Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une bouffée d'héraldique. Il s'agit du 7e et dernier épisode de notre série introductive sur l'héraldique. De nouveau, si vous êtes connaisseur ou connaisseuse de ce sujet, je vous invite à vous tourner plutôt vers les épisodes suivants, mais je gage que vous pourrez apprendre quelque chose à écouter celui-ci. Comme d'habitude, vous retrouverez la bibliographie et les illustrations utilisées en description de ce podcast, mais aussi sur les publications Instagram et Facebook qui lui sont associées. Cet épisode sera organisé en 2 parties presque indépendantes, mais néanmoins liées. Une première sur la diffusion de l'héraldique dans tous les pans de la société médiévale, et une autre sur la portée de l'héraldique et sur la place des armoiries dans les mentalités médiévales. Commençons donc par notre première partie. On va essayer de reprendre un petit peu les choses dans l'ordre, d'accord ? Moi, je veux bien, mais ça va être moisi. Non, attendez. Dans le dernier épisode, nous avions vu qu'entre les XIIe et XIIIe siècles, l'héraldique va se diffuser très largement dans la société médiévale, notamment par l'usage des sceaux. En effet, une grande partie de la société médiévale portait des sceaux avec des motifs personnels ou familiaux ou encore des emblèmes décoratifs qui deviendront parfois des armoiries arborées sur ces sceaux, mais aussi sur d'autres supports. Outre les hommes de la noblesse qui sont dépositaires du pouvoir féodal, les femmes aussi de la haute aristocratie vont porter des armoiries dès le XIIe siècle, avec une augmentation de leur nombre dès le XIIIe siècle, mais aussi une diffusion géographique. C'est un phénomène que l'on observe d'abord en France et en Angleterre, mais qui va s'étendre ensuite à la péninsule hispanique, mais surtout à l'Allemagne. Ces femmes de la haute aristocratie vont d'abord porter des sceaux non armoriés, puis ensuite des sceaux représentant les armoiries de leur mari ou de leur père, voire des deux, dans le cadre d'un parti ou d'un mi-parti, ou encore d'un écartelé, comme nous l'avions vu dans le second épisode de cette série introductive. C'est le cas par exemple, et nous l'avions vu dans cet épisode, de Marguerite de France, qui est fille de Philippe III, le roi de France, mais qui est aussi reine d'Angleterre en tant qu'épouse d'Édouard Ier d'Angleterre, et qui porte donc des armoiries mi-partites, c'est-à-dire dont la partition, le parti coupe les meubles des 2 armoiries qui sont réunies dans ce parti, donc des armoiries mi-partites d'Angleterre et de France, avec un mi-parti de gueules à 3 léopards d'or armés et lampassés d'azur, et d'azur semé de fleurs de lys d'or. D'autres femmes préfèrent une juxtaposition des 2 écus sur le même sceau. C'est le cas de Marie de Mortagne, qui est châtelaine de Tournai, et qui porte un sceau à partir de 1291, qui la représente en pied, entouré de 2 écus, un écu au lion rampant, c'est-à-dire au lion dressé, qui reprend donc les armoiries de son mari, Jean de Brabant, qui sont de sable au lion d'or armé et lampassé de gueules, et un autre écu, à sa gauche, qui porte une croix, et qui reprend donc les armoiries de son père, Jean de Mortagne, qui sont d'or à la croix de gueules, et que l'on retrouve encore dans les armoiries de la commune de Mortagne du Nord, dans le département du Nord. Mais parfois, ces femmes de la haute aristocratie ne reprennent pas simplement les armoiries de leur père ou de leur mari, ou en tout cas, cette hypothèse n'est pas
si simple à soutenir. C'est le cas de 2 des premiers sceaux féminins connus, et notamment de celui de Roez de Clare, une noble anglaise, dont on connaît un sceau qui n'est pas daté, mais qui date d'avant son décès, donc d'avant 1166. Donc Roez de Clare est l'épouse de Gilbert de Gand, comte de Lincoln. Mais sur ce sceau, elle ne porte pas les armoiries facées de son mari, mais bien un sceau avec des chevrons qui ressemblent fortement aux armoiries de la famille de Clare, qui est d'or à 3 chevrons de gueule. Mais sur ce sceau, ce ne sont pas 3 chevrons, mais bien 6 chevrons qui sont représentés, contrairement aux armoiries familiales. Ces armoiries familiales nous sont connues par un sceau du frère de Roez de Clare, qui se nomme Gilbert, comte d'Hereford, et qui est donc son frère aîné. Malheureusement, on ne peut pas connaître les armoiries du père de Roez et de Gilbert, qui se nomme Richard de Clare, car celui-ci n'a pas de sceau armorié connu. Donc, le frère de Roez, Gilbert, comte d'Hereford, porte les armoiries qui deviendront ensuite les armoiries de toute la famille de Clare, avec 3 chevrons, donc au lieu de 6. Toutefois, à la même époque, un autre sceau à 6 chevrons nous est connu pour la famille de Clare, et il s'agit du sceau de l'oncle de Roez et Gilbert, qui se nomme lui aussi Gilbert, comte de Pembroke, qui est le frère cadet de Richard de Clare, le père de Roez et Gilbert, comte d'Hereford. Donc cet oncle, Gilbert de Clare, comte de Pembroke, porte lui aussi des armoiries à 6 chevrons. Et de là nous vient l'hypothèse qu'il s'agirait peut-être d'une brisure de cadet. En effet, Gilbert de Clare est le cadet de Richard de Clare, le père de Roez, et Roez elle-même est la fille cadette de ce Richard de Clare, qui a un fils aîné, Gilbert de Clare, comte d'Hereford. Dans tous les cas ici, quand bien même ces armoiries ne sont pas exactement celles de la famille de Clare, il s'agit tout de même d'armoiries liées très clairement à la famille de Roez de Clare. Un petit différend familial, vous pouvez supporter ça une fois de temps en temps, non? Ce n'est pas aussi clair pour un autre sceau qui est le premier sceau féminin connu pour la France, qui est le sceau d'Iseult de Dol, un sceau daté de 1183. Alors, Iseult de Dol, elle est l'épouse d'Asculphe de Soligné, dont on connaît plusieurs sceaux qui portent toujours ou un écu écartelé, ou alors une colombe comme emblème para-héraldique. Mais Iseult, elle, dans ce sceau de 1183, porte un freuté avec un chef plein. Alors, la couleur de ces armoiries ne nous est pas connue, mais voilà, notez ce freuté, donc cet entrecroisement de fines barres et de fines bandes diagonales, avec au-dessus de ce freuté une zone vide, sans doute un chef plein d'une seule couleur. S'agit-il ici des armoiries du père d'Iseult de Dol, Jean II de Dol? Il est impossible de répondre à cette question, mais on peut faire cette hypothèse. En effet, Jean II de Dol n'a pas de sceau armorié connu, et en outre, il n'a que des filles, donc aucun descendant mâle qui puisse reprendre ces armoiries. Ainsi, Iseult de Dol est la seule à porter ces armoiries, qui ne sont pas relevées par son fils, Jean III de Dol, qui reprend, comme vous le voyez, le nom de sa mère et non pas celui de son père, Asculphe de Soligné, car, très vraisemblablement, Iseult de Dol est ce que l'on appelle une épouse hypergame, c'est-à-dire que sa famille est plus importante que la famille de son mari, qui fait ici un excellent mariage en se mariant à Iseult de Dol. Ainsi donc, le fils d'Iseult, Jean III de Dol, reprend ici le toponyme et donc la topolignée de Dol, ainsi que le stock onomastique, il se nomme Jean et non Asculphe. Le stock onomastique, c'est l'ensemble des prénoms qui sont à disposition d'une famille. Ce sont les prénoms qui vont être utilisés au sein de la famille, et on voit que le prénom Jean est plutôt un prénom présent dans la famille de Dol et non pas dans la famille de Soligné. Donc Jean III de Dol, fils d'Iseult de Dol, reprend le toponyme et le stock onomastique de la famille de Dol, mais il ne reprend pas les armoiries de sa mère, car il porte
sur ces sceaux un écartelé qu'il tire directement des armoiries de son père Asculphe de Soligné. Donc, de nouveau, difficile de répondre à la question « Est-ce que Iseult porte les armoiries de son père étant donné qu'elle est la seule à les porter et que ces armoiries ne lui survivent pas ?» Néanmoins, il n'est pas possible d'être sûr que ces armoiries soient des armoiries purement individuelles et qui ne soient liées à aucune armoirie familiale. Mais il y a plusieurs cas rares assurés de femmes qui portent des armoiries purement individuelles qui ne sont ni les armoiries de leur mari, ni les armoiries de leur père. C'est le cas notamment de Mao de Nevers, dont on connaît un contre-sceau, c'est-à-dire un sceau placé sur le revers ou à côté d'un sceau principal, plus grand, donc un contre-sceau daté de 1223, qui représente un lion rampant, un lion dressé, peut-être posé sur un champ semé de billettes. En tout cas, c'est ainsi que le lit Louis Douai d'Arc, qui recense ce sceau dans son inventaire monumental, dont sont tirés la plupart des sceaux que nous allons voir dans cet épisode. Or, ce lion rampant ne reprend ni les armoiries du père de Mao de Nevers, qui est Pierre de Courtenay, et qui porte des armoiries d'or à 3 tourteaux de gueule, ni les armoiries de ses 2 maris successifs, Hervé de Donzy, qui porte des armoiries pleines avec un chef verré, ni Guigues V, le comte de Forez, qui porte des armoiries de gueule à un dauphin d'or. Donc ici, nous sommes assurés que Mao de Nevers porte des armoiries bien à elle, qui ne sont ni les armoiries de son père, ni les armoiries de ses maris. Ces armoiries féminines se diffusent donc d'abord dans la haute aristocratie, mais ces armoiries féminines gagneront les sphères roturières notamment au cours du XIVe siècle, mais nous verrons plus loin un exemple datant du XIIIe siècle. Toutefois, ces sceaux des femmes non nobles sont plus souvent des emblèmes para-héraldiques, dans le cadre donc de la mode para-héraldique qui apparaît au XIVe siècle, des emblèmes qui sont donc plus personnels et plus changeants que des armoiries qui sont un petit peu plus rares. Pour revenir plus en général sur les armoiries féminines, il faut noter que de plus en plus, les femmes vont prendre les armoiries de leur père plutôt que celles de leur mari. Nous avons de très nombreux exemples de cette pratique dans l'armorial d'Hozier qui est dressé, nous l'avions dit au dernier épisode, à la fin du XVIIe siècle, alors notamment dans un dossier que nous verrons dans un futur épisode, avec les armoiries de Suzanne d'Anglebermer, qui porte des armoiries de gueule à un chevron d'or, qui sont différentes des armes de son mari, Alexandre de France. Toutefois, sur le même folio que celui qui porte les armoiries de Suzanne d'Anglebermer, on retrouve les armoiries d'Alexandre de France, portées par sa fille, Jeanne Michel de France, qui porte donc des armoiries facées d'argent et d'azur, les faces d'argent chargées de fleurs de lys de gueule, posées en 3, 2 et 1. Donc, Suzanne d'Anglebermer porte vraisemblablement les armes de son père et non celles de son mari, alors que sa fille, Jeanne Michel de France, porte, elle, les armes de son père et non pas, de nouveau, les armes de son mari. Et il nous faut maintenant briser un mythe. Comme nous l'avons vu dans tous ces exemples, l'héraldique féminine est représentée dans des écus de même forme que celle des hommes. En effet, vous trouverez dans de très nombreux manuels d'héraldique, si ce n'est presque tous, et même dans celui de Claude Wenzler, que je vous ai conseillé tout au long de ces épisodes, mais dont je vous avais dit qu'il comportait quelques failles, vous verrez dans tous ces manuels que les femmes portent leurs armoiries dans des écus en losange, ou parfois en ovale, mais ce délire des théoriciens de l'héraldique n'a aucune réalité scientifique. En effet, jusqu'au XIVe siècle, l'écu en losange est, jusqu'au XVIIIe siècle, beaucoup plus utilisé par des hommes, notamment par des prélats, des hommes d'église, que par des femmes. Et ce n'est qu'à partir du XIVe siècle que des femmes vont peu à peu représenter leurs armoiries dans des écus en losange, notamment en Angleterre, et l'usage féminin de cet écu en losange ne va dominer l'usage masculin
qu'au cours du XVIIIe siècle, et il s'agit donc véritablement d'une pratique moderne, extrêmement circonscrite dans le temps, surtout datée du XVIIIe siècle, mais qui n'est en aucun cas une pratique généralisée pour les armoiries féminines. Néanmoins, ce mythe de l'écu en losange féminin nous permet une parfaite transition vers les armoiries ecclésiastiques, donc les armoiries d'hommes d'église. Dès la deuxième moitié du XIIIe siècle, ces hommes d'église vont porter des armoiries qui sont d'abord des armoiries familiales, car les prélats sont souvent issus de familles nobles ou de familles de notables. Mais vont apparaître peu à peu des armoiries de dignité qui sont liées plutôt au statut de ces hommes d'église. Un des premiers exemples de ces armoiries de dignité, ce sont les armoiries de l'évêché de Beauvais, que l'on connaît par le sceau de l'évêque Milès de Nanteuil, évêque de Beauvais, daté de 1222, et qui porte une croix cantonnée de gueules. Or, on retrouve ces armoiries encore aujourd'hui portées par les évêques de Beauvais, donc des armoiries d'or à la croix de gueules, cantonnées de 4 clés de gueules. À la même époque, c'est-à-dire au cours du XIIIe siècle, les armoiries vont aussi se diffuser dans les sphères de bourgeois, au sens médiéval du terme, c'est-à-dire des hommes qui vivent dans les bourgs, qui vivent dans les villes, souvent des artisans. Alors ces armoiries bourgeoises apparaissent d'abord en France, puis vont se diffuser au reste de l'Europe, mais surtout dans les régions qui ont des villes nombreuses et fortement peuplées, comme le nord de la France, les Flandres, l'Allemagne du Nord ou du Rhin, la Suisse, l'Italie du Nord et le Languedoc. Cette diffusion est telle que, selon Michel Pastoureau, 2 armoiries sur 5 qu'il recense sont portées par des roturiers et notamment par des bourgeois. Et contrairement à ce que disent de nouveau de nombreux manuels d'héraldique, il n'y a pas de distinction stricte dans la réalité entre les armoiries nobles et les armoiries bourgeoises. Alors certes, ces armoiries bourgeoises font souvent allusion à des métiers, mais on y retrouve aussi des pièces honorables comme la face, le chef, mais aussi des animaux plus nobles comme l'aigle ou le lion. Voire, certaines de ces armoiries sont représentées selon la forme de l'écu penché timbré d'un casque, comme des armoiries de chevaliers. C'est notamment le cas sur le sceau de Gérard Ruyps, un bourgeois de Bruges, daté de 1414, qui représente ces armoiries sur un écu penché timbré, avec donc une croix pâtée, cantonnée de 4 croissants, celui du premier canton accompagné d'une étoile. Et cet écu penché est timbré d'un casque avec un cimier qui représente une tête d'homme barbu rayonnante, et l'écu est supporté par 2 damoiselles. Donc on a ici une représentation qui fait très noble, mais qui est en fait portée par un roturier, par un bourgeois de Bruges. Silence, bourgeois. Dis-nous plutôt où se cache ton maître. Beaucoup plus étonnant, il existe vraisemblablement aussi des armoiries de paysans. Alors, il s'agit d'un phénomène géographiquement très circonscrit, notamment à la Normandie, au sud de l'Angleterre, à la Suisse ou aux Flandres, c'est-à-dire à des régions avec des communautés rurales très denses, qui ne sont pas organisées en bourgs, mais en petits villages très proches les uns des autres. Toutefois, ce phénomène, s'il est très circonscrit géographiquement, il est aussi très ancien, et on retrouve ces armoiries dès le début du XIIIe siècle. Il faut noter notamment une étude magistrale de Germain Demey sur les sceaux dits paysans de Normandie, qui recense donc plus de 1000 sceaux paysans sur les plus de 3000 qu'il recense dans les archives normandes. Alors cette dénomination de sceaux paysans, elle est débattue, et notamment Christophe Manœuvrier, qui est membre de la Société française d'héraldique et de sigillographie, va préférer le terme de villageois. En vérité, il s'agit de sceaux portés par des populations rurales, qui ne sont donc pas forcément des paysans au sens de travailleurs de la terre, ce sont aussi des artisans ou des notables ruraux. Ces sceaux présentent quelques différences notables avec l'héraldique des autres catégories sociales. Déjà, peu de ces armoiries sont contenues dans un écu, c'est seulement 1% des armoiries paysannes de Normandie. On peut en voir un exemple avec le sceau d'Alexandre Maillard en 1207 qui porte dans un écu 3 maillets,
sans doute donc des armes parlantes liées à son nom de famille. Ainsi, le plus souvent, le symbole emblématique, le symbole héraldique porté par ces sceaux, se trouve directement dans le champ du sceau. Mais ce n'est pas une spécificité de ces sceaux villageois, on le retrouve sur plusieurs sceaux vus précédemment et très anciens, comme sur ceux de Roès de Clar ou d'Iseut de Dole. En termes de tendance de représentation, d'éléments représentés sur ces sceaux, on peut observer qu'ils représentent très souvent des végétaux, et pour beaucoup des fleurs de lys. C'est le cas par exemple de ce sceau féminin d'Emmeline de Champcéru, daté de 1261, qui porte une fleur de lys. On retrouve aussi très souvent des outils, comme sur le sceau d'Alexandre Maillard, et beaucoup moins souvent des animaux. Ces tendances emblématiques peuvent être autant dues à un goût particulier de ces villageois, plutôt tournés vers le monde végétal et vers l'outillage de leur métier, mais il s'agit peut-être aussi de la marque d'un manque d'imagination des artisans de sceaux qui vont vendre ces sceaux à ces villageois. Toutefois, malgré ces différences et ces tendances particulières, ces sceaux entrent tout de même dans le champ de l'héraldique. Ils sont une marque de propriété individuelle et familiale basée sur une emblématique qui semble constante. Ça, vous auriez dû y réfléchir bien avant de devenir paysan. Fin de l'audience. Qu'on emmène. Suivant. Mais les individus ne sont pas les seuls à porter des armoiries. Des communautés s'emparent aussi de l'héraldique à partir du moment où elles ont une existence juridique ou économique, et donc des sceaux qui leur permettent de sceller des actes de justice, mais aussi des actes d'achat ou de vente, ou encore des lettres. Les plus anciennes de ces communautés à se doter de sceaux sont les villes. Ainsi, la ville de Cologne porte un sceau dès 1149 qui ne reprend pas des armoiries, mais en fait une représentation de l'apôtre Pierre sous un dé. Comme Cologne, plusieurs villes d'Allemagne, d'Italie ou des Flandres vont ensuite porter un sceau qui sont souvent dépourvus d'armoiries, mais qui portent parfois une emblématique ancienne qui va être reprise sur les armoiries de ces villes par la suite. C'est le cas par exemple de Lille, dont on connaît un sceau daté de 1199, qui porte dans le champ directement du sceau, et non pas dans un écu, une fleur de lys. Il s'agit ici d'un emblème ancien, parlant. En effet, le lys se dit lilium en latin, et il n'y a qu'un pas pour en faire une assonance avec le nom de la ville de Lille. C'est ici un emblème parlant qui n'est pas étymologique, puisque la ville de Lille tient son nom de son statut d'île lors de sa fondation, insula en latin. Toutefois, cette fleur de lys va se retrouver ensuite dans les armoiries de Lille, qui sont de gueules à une fleur de lys d'argent. Toutefois, si ces villes portent un sceau armorié, il s'agit souvent des armoiries du seigneur de la ville. C'est le cas par exemple de la ville d'Abbeville, dont on connaît un contre-sceau en 1217, qui porte un écu à 3 bandes. Cet écu à 3 bandes est sans doute celui du comte de Ponthieu, Guillaume II. D'ailleurs, il porte ses armoiries sur ses propres sceaux. Ces armoiries du comté de Ponthieu sont d'or, à 3 bandes d'azur, à la bordure de gueules. Et il ne faut pas les confondre avec les armoiries du duché de Bourgogne, que nous retrouverons un petit peu plus loin, qui sont bien un bandé d'or et d'azur. Le bourguignon à mort. Tue ce bourguignon. Plus tardivement, au XIVe siècle, des corps de métier dans les villes vont aussi commencer à porter des sceaux. Alors ces corps de métier, ce sont des organisations qui réunissent des artisans d'une même corporation, d'un même corps de métier justement. Ces sceaux reprennent très souvent l'emblématique du seigneur de la ville ou de la ville elle-même, mais il s'agit parfois d'allusions aux activités professionnelles de ce corps de métier, qui reprennent donc les outils, des animaux ou encore des saints patrons de ces artisans, que ce soit dans le champ du sceau ou sur un écu. À la même époque, les communautés religieuses, c'est-à-dire les abbayes, les chapitres cathédraux, vont aussi commencer à porter des sceaux, mais qui sont beaucoup moins souvent armoriés et beaucoup plus souvent des symboles religieux placés dans le champ du sceau.
Nous l'avons vu notamment lors du dernier épisode et au cours de cette première partie, les armoiries sont donc la représentation du pouvoir féodal et de l'idéal chevaleresque pour les nobles qui les portent, que ce soit à la guerre ou lors des tournois. Les armoiries sont aussi la représentation d'un individu ou d'un groupe de personnes auxquelles cet individu appartient. Et ces armoiries sont un signe de reconnaissance, mais aussi un symbole qui est porteur de valeurs et d'idéaux. En outre, nous l'avons vu encore une fois, les armoiries sont omniprésentes dans la société médiévale. Mais l'on peut se demander quel est le rôle de l'héraldique en tant que pratique sociale et quelle est la place des armoiries dans les mentalités médiévales. Premièrement, les armoiries ont une fonction lignagière. Il s'agit de représenter les liens de l'individu avec sa parenté, mais aussi avec une partie de ce que l'on appelle la familia, donc c'est-à-dire un réseau de vassaux proches de la famille principale. Cette fonction lignagière, elle est très bien représentée dans le cadre des groupes d'armoiries, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, ces groupes d'armoiries qui réunissent, avec des armoiries semblables, une famille aînée, des familles cadettes et des familles vassales. Nous l'avions vu avec le cas du groupe d'armoiries de la famille de Wavrin. Mais peu à peu, en fait dès le XIIe siècle, mais de plus en plus, cette fonction lignagière va se recentrer autour du patrilignage, c'est-à-dire autour de la transmission par le père, que ce soit du pouvoir ou des armoiries. C'est donc une transmission qui est dite patrilinéaire. Il existe néanmoins quelques exceptions qui contrecarrent cette transmission patrilinéaire, et c'est le cas notamment lors de mariages avec des épouses dites hypergames. C'est le cas par exemple du dossier autour d'Iseult de Dol, dont nous avons parlé dans la première partie, dont le fils va reprendre le toponyme et va donc redresser la topolignée de Dol qu'il tient de sa mère. On retrouve aussi des exceptions lorsque les armoiries permettent d'asseoir des revendications. Nous l'avions déjà vu dans le second épisode de cette série introductive, avec les armoiries des rois d'Angleterre depuis Édouard III, donc dès 1340, qui va écarteler les armoiries d'Angleterre avec celles de sa mère, Isabelle de France, qui donne donc des armoiries écartelées aux 1 et 4 d'azur semées de fleurs de lys d'or, et aux 2 et 3 de gueules à 3 léopards d'or armés et lampassés d'azur. On voit ici que les armoiries de France sont placées en position honorable, elles sont en premier dans le blasonnement, et cet écartèlement des armoiries d'Angleterre avec celles de France montre les revendications d'Édouard III pour le trône de France tenu par ses cousins. À ce titre, les armoiries sont donc une démonstration de la permanence du lignage, mais aussi de la place de l'individu dans ce lignage, dans le cas des brisures, ou encore de la hiérarchie entre les familles réunies par les mariages, comme on peut le voir avec le cas des armoiries d'Édouard III par exemple. Outre ce lignage, les armoiries représentent aussi le fief et le pouvoir féodal sur un territoire, donc sur un espace. Mais surtout, les armoiries sont une image conceptuelle. Les armoiries sont la projection du porteur, un substitut à ce porteur, et cela est très visible dans le langage du blason. Nous avions déjà parlé de l'inversion de latéralité, c'est-à-dire que la dextre de l'écu, c'est-à-dire la droite, se situe à notre gauche, et que la partie senestre de l'écu, sa gauche, se situe à notre droite. Donc c'est comme si le porteur des armoiries était présent face à nous, avec sa droite et sa gauche, inversé par rapport à notre droite et à notre gauche. En outre, on retrouve dans le langage du blason des mots comme le chef, qui vient de caput, la tête, le cœur ou les flancs. Donc l'écu a comme son porteur une tête, un cœur, des flancs. Mais cette projection est aussi visible dans les représentations. Les armoiries, nous l'avons vu, sont parfois représentées avec un casque ou une couronne, mais aussi des colliers d'ordre qui sont portés par le porteur de ces armoiries. Et l'on retrouve cela notamment dans la représentation des armoiries à l'écu penché timbré, qui reprend la position
d'un chevalier penché sur sa lance lors d'un tournoi. Et donc en tant que projection de leur porteur, les armoiries sont présentes partout dans le paysage médiéval, sur les objets, sur les monuments, sur les vitraux des églises. Et elles permettent d'asseoir la présence du Seigneur partout dans son fief, partout sur ce territoire où s'exerce son pouvoir féodal. Et à ce titre, il est possible de saluer ou de vénérer des armoiries, mais aussi de les juger ou de les diffamer au même titre que son porteur, et à la place justement de son porteur. On retrouve cette pratique des armoiries comme une projection de leur porteur dans une magnifique représentation chère à Monsieur Laurent Ablot, qui est une enluminure qui est en fait la dédicace du Paradis de la reine Sibylle, un recueil de contes qui sont réunis par Antoine de La Salle et qui sont dédiés vers 1440 à la duchesse Agnès de Bourgogne qui est sa protectrice. Et sur cette enluminure, on retrouve l'écrivain et sa protectrice représentés par leurs armoiries. Antoine de La Salle est représenté par un écu facé nébulé de gueules et d'argent. Alors des faces nébulées, ce sont des faces qui reprennent la forme de nuages avec une sorte d'ondoiement très prononcé. Et il faut noter pour ceux qui ont les images sous les yeux que l'argent de ces armoiries a viré peu à peu au noir. Ceci est simplement dû à la conservation et aux pigments utilisés pour faire ce blanc. Antoine de La Salle est ici représenté par ses armoiries sous la forme de l'écu penché timbré, qui est ici plutôt une forme de prosternation devant un autre écu couronné placé sur un trône et sous un dais qui reprend les armoiries de sa suzeraine et protectrice Agnès de Bourgogne. Ces armoiries sont en fait un mi-parti, c'est-à-dire encore une fois que l'on retrouve seulement la moitié de chacun des écus qui constituent ce parti. Des armoiries donc mi-partites d'azur à 3 fleurs de lys d'or à la cotisse de gueule brochant, qui sont les armoiries du mari d'Agnès de Bourgogne, Charles Ier de Bourbon. Et de l'autre côté du mi-parti, on voit la moitié d'un écartelé, c'est-à-dire que l'on ne retrouve que le 2e et le 4e quartier de cet écartelé, aux 1 et 4 bandés d'or et d'azur à la bordure de gueule, et aux 2 et 3 d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bordure componnée de gueule et d'argent. Il s'agit en fait des armoiries du père d'Agnès de Bourgogne, Jean Ier de Bourgogne, dit Jean sans peur. Ici donc, les armoiries sont représentées à la place de leur porteur. Et, de nouveau, ces armoiries représentent aussi un lignage, celui d'Agnès de Bourgogne, qui reprend les armoiries de son mari et celles de son père. Mais ces armoiries représentent aussi les individus. Et cette représentation des individus, elle est encore accentuée dans cette enluminure par une emblématique para-héraldique omniprésente sous la forme de badges ou de devises qui sont très utilisées au cours du XVe siècle. Cette emblématique para-héraldique, elle est pour Agnès de Bourgogne représentée par les violettes et les plumes de paon que l'on retrouve sur le dais rouge, derrière son trône. Et pour Antoine de La Salle, il s'agit des lettres C, C, E et des fermots, c'est-à-dire des sortes de boucles de ceinture que l'on retrouve à la fois sur le fond bleu de l'enluminure, mais aussi sur le cimier. En effet, la jeune femme ailée du cimier des armoiries d'Antoine de La Salle porte entre ses mains un fermail. Je ne m'étends pas sur cette emblématique para-héraldique qui est néanmoins très intéressante, mais qui mériterait peut-être une série à part. Mais il ne s'agissait ici que d'une enluminure. Qu'en est-il des armoiries dans la vie réelle ? Eh bien, dans la vie réelle, elles sont aussi des représentations de leurs porteurs. Et à ce titre, et c'est le sujet d'un article de Laurent Ablot qui est dans la bibliographie associée à ce podcast, si un personnage est accusé de traîtrise, ses armoiries peuvent être diffamées. Elles sont alors placées sens dessous, dessus ou sens dessus, dessous, ce qui est en fait le véritable sens de l'expression sans dessus dessous, qui s'écrit, et je l'ignorais avant l'écriture de ce podcast, sans S-E-N-S comme un sens et non pas sans N-A-N-S comme une absence.
Cette pratique de diffamation des armoiries pour punir une traîtrise s'appelle la subversio armorum. C'est une pratique assez courante, notamment dans les ordres de chevalerie qui fleurissent au XIVe siècle. On retrouve trace de cette pratique notamment dans les statuts de l'ordre de l'Étoile, fondé par le roi de France Jean de Lebon en 1351, qui précise qu'en cas de fuite du champ de bataille, le chevalier sera suspendu de l'ordre et ses armoiries seront retournées. Ce qui fait que cet ordre a eu une durée de vie assez limitée, étant donné que tous ces chevaliers avaient tendance à mourir lors des différentes batailles de la guerre de Cent Ans. Bref. On retrouve cette pratique dans un autre ordre de chevalerie qui est l'ordre de la Toison d'Or, un ordre associé au duché de Bourgogne, et notamment nous avons gardé trace de plusieurs exemples de subversio armorum pendant le conflit dû à la succession de Charles le Téméraire à la fin du XVe siècle, qui oppose sa fille, Marie de Bourgogne, à Louis XI, roi de France, qui revendique la Bourgogne en tant qu'apanage, c'est-à-dire que c'est un territoire qui devrait, selon lui, retourner à la couronne s'il n'y a pas d'héritier mâle, et c'est le cas à la mort de Charles le Téméraire. Lors de ce conflit, plusieurs chevaliers de la Toison d'Or vont se tourner plutôt vers Louis XI et ainsi trahir Marie de Bourgogne, et donc ils vont être radiés de l'ordre de la Toison d'Or. C'est le cas notamment de Philippe Pau, dont vous connaissez peut-être le magnifique tombeau conservé au Louvre qui représente de très nombreuses armoiries issues des familles de son lignage et qui mériterait sans doute un épisode spécial rien que pour lui, parce que j'adore ce tombeau. Donc Philippe Pau, qui va trahir Marie de Bourgogne, va avoir ses armoiries qui sont écartelées aux 1 et 4 d'or à la face d'azur et aux 2 et 3 échiquetées d'argent et de sable à 2 badelaires dans leur fourreau de gueule pommetés d'or. Alors ces badelaires, ce sont des sortes de sabres et le terme pommeté indique simplement la couleur de leur pommeau. Ces armoiries de Philippe Pau vont être en 1481, après sa trahison, retournées sans dessus-dessous dans la chapelle de l'ordre de la Toison d'Or, dans le cadre donc de la pratique de la subversio armorum. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur les armoiries et sur l'héraldique. Ces armoiries qui sont omniprésentes dans la société médiévale et porteuses de beaucoup de sens et qui deviennent même parfois les substituts de leurs porteurs. À ce titre, l'héraldique est véritablement un outil pour l'historien qui chercherait à comprendre les mentalités et les valeurs des sociétés médiévales, mais aussi des sociétés modernes. Cet épisode conclut donc notre série introductive sur l'héraldique, dans laquelle vous avez pu découvrir les bases formelles de l'héraldique, mais aussi son histoire et sa place dans la société médiévale. Toutes ces connaissances serviront de base pour les épisodes suivants qui vont venir exemplifier ces connaissances, mais aussi parfois les nuancer au fil des épisodes. Et ma foi, nous verrons où tout cela nous mène à l'avenir. Dans tous les cas, nous nous retrouvons très bientôt pour un épisode spécial, avant une pause pendant le mois de janvier, qui va précéder une reprise peut-être à un rythme moins soutenu, peut-être un rythme mensuel, pour une nouvelle série, dont je vous annonce dès maintenant qu'elle sera consacrée à des armoiries d'artistes célèbres, sur lesquelles nous verrons qu'il y a parfois beaucoup à dire. En attendant tout cela, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle bouffée d'héraldique.